C'est parti, ça peut être le top zéro. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue encore, hein. On vous a salué au fur et à mesure de vos arrivées respectives. On voit que il y a des fidèles parmi nous, des personnes qui nous suivent depuis le départ. Donc bienvenue dans cette conférence débat, puisque aujourd'hui, comme la semaine dernière, c'est une conférence débat que nous allons animer. Elle est intitulée, comme vous le savez, Repenser l'innovation sociale et territoriale, notre modèle social à l'épreuve du déconfinement. Donc, nous allons commencer. Nous avions dit que ces conférences débats avaient un format peut-être un petit peu plus court que les webinaires. Et puis, l'expérience nous a démontré que nous échangions et nous échangions beaucoup. Et finalement, de 3/4 d'heure, on est passé à une petite heure et quart la dernière fois. Donc, on a décidé cette fois-ci de ne pas se fixer de limite particulière. Et c'est pourquoi. Donc, on a mis de 16h30 à 17h30 et au-delà. Parce que pour celles et ceux qui sont encore disponibles, on pourra peut-être aller jusqu'à 18 heures. Alors, pour animer cette conférence, François et moi-même donc, allons officier, comme les fois précédentes. Celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'alors nous connaissent déjà, mais on va peut-être se présenter à nouveau. Donc, Stéphanie, pour vous servir, ça fait plus de si je dis ça fait plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est le cas. Donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'innovation sociale et territoriale. Une dizaine d'années tout d'abord en tant que cadre dirigeant dans le secteur social, et puis depuis 11 ans maintenant en tant que consultante indépendante. François, je te laisse te présenter. Oui, alors François Rousseau, prospectiviste et expert en innovation sociale territoriale. J'ai créé en 1991 le cabinet FR Consultant que je dirige toujours aujourd'hui. Donc, nous allons vous rappeler, vous informer, hein, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Donc, vous informer des ambitions de notre démarche, parce que c'est une démarche qui est globale, qui comporte trois grandes ambitions. Alors, certains d'entre vous ont déjà constaté, hein, puisque vous vous retrouvez assez régulièrement depuis quelques semaines maintenant, que nous étions en train de créer une belle communauté interdisciplinaire. Parce que vous venez d'horizons et de secteurs différents. Vous êtes tous intéressés par l'innovation sociale et territoriale, mais vous êtes issus aussi bien du monde de la sécurité sociale, vous êtes issus aussi bien des services déconcentrés de l'État, on a des personnes qui travaillent en ARS parmi nous, on a des collectivités territoriales avec des référents d'innovation issus du conseil départemental, des conseils départementaux, on a le monde associatif, on a l'économie sanitaire et sociale qui est très représentée parmi nous. Donc on est en train de créer cette communauté interdisciplinaire d'échange pour préparer l'après. Alors, en créant cette communauté, nous avons comme dessein de fabriquer une culture commune et de se mettre dans une dynamique apprenante. Donc, nous partageons ensemble un certain nombre d'informations durant ces différents échanges et ça nous permet de connaître davantage ce qui se fait sur le terrain et d'apprendre justement de ces échanges de bonnes pratiques. Nous avons également comme ambition d'être force de proposition pour un déconfinement vers des futurs souhaitables. Et justement, aussi bien au travers de ces conférences débats, mais aussi des webinars, nous en avons fait un premier et nous allons en faire un deuxième en la matière. L'idée, c'est de faire des propositions concrètes, justement, pour accompagner le déconfinement vers des futurs que nous souhaiterions ensemble. Donc, on vous informe également que l'ordre des conférences débats a été modifié, hein, puisque normalement, on devait avoir l'aspect social afin de pouvoir travailler le 7 mai ensemble sur l'ensemble des composantes des futurs souhaitables. Nous devions organiser la conférence débat sur l'aspect social en amont du 7 mai. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ce que nous avons fait. Nous avons déplacé cette conférence débat de manière à être plus cohérent dans notre approche et pouvoir bâtir ensemble quelque chose de plus global le 7 mai, avec tous ces éléments en main. Voilà, j'étais un petit peu longue, mais j'espère que nos ambitions sont plus claires en tout cas.
Donc, on va commencer. Alors, cette conférence débat, comme on l'a dit la fois précédente, elle est le fruit un petit peu de notre tâtonnement, je dirais, apprenant, grâce à vous et grâce à vos suggestions, puisque lors de la première, nous n'avions pas forcément eu l'occasion d'échanger au fil de l'eau. Et fort de vos suggestions et de vos propositions, donc pour celle-ci, comme pour la précédente, nous avons souhaité justement lancer le sujet, mais vous permettre tout au long des présentations qui vont être faites aussi bien par François que Jean-Luc. euh, nous souhaitons que vous puissiez poser des questions. Donc, l'idée, c'est de poser des questions pendant l'exposé en utilisant votre chat. Donc, nous allons au fur et à mesure noter vos questions et nous pourrons y répondre au fil de l'eau. Donc, c'est une conférence débat qui est en 3 points essentiels. Donc, il y a une intervention sur le sujet, donc, qui sera jalonnée par vos questions au fil de l'eau, comme on vient de le dire, posées par chat. Les réponses seront apportées également au fil de l'eau. Ensuite, nous aurons des questions complémentaires et des échanges complémentaires pour ouvrir encore un peu plus le débat. Et nous conclurons ensemble. Tout ceci devrait nous prendre entre 1 heure et 1 h 30, comme on l'a dit tout à l'heure. François, je vais peut-être te laisser commencer, si tu le veux bien. Ah, je crois que ton micro est coupé, François. Voilà, je viens de le Parfait. remettre. Bon. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de nous demander ensemble jusqu'à quel point notre société est résiliente. Vous savez, le concept de résilience, c'est Stéphanie, si on peut mettre la première diapo. Pardon, oui. Pas de souci. Non, mais de nous demander, donc, dans un premier temps, ensemble, si notre société est résiliente. Vous savez, le concept de résilience, c'est un concept physique au départ, qui ensuite a été utilisé en psychologie et concept auquel Boris Cyrulnik a donné au siècle dernier une grande notoriété avant qu'on utilise cette notion en économie puis en écologie. Ça désigne en physique la capacité d'un métal à reprendre sa forme initiale après une déformation ou un choc, vous savez, comme ces ailes de chevaux qui avaient la capacité à se déformer, à se reformer facilement, sachant qu'en psychologie, ça désigne du même coup la capacité d'un individu à rebondir après un choc, après un drame traumatisant. Et du même coup, la notion de résilience nous renvoie à l'idée de force morale, de force psychique et mentale. Alors, on s'interroge beaucoup là en ce moment sur la capacité de notre économie à faire résilience. On s'interroge sur la résilience de nos écosystèmes. Je lisais l'autre jour dans la presse qu'on s'interrogeait même au fond sur la résilience de nos institutions et notamment de nos institutions européennes. Est-ce que celles-ci tiendront le choc, Est-ce que l'Europe existera dans la phase post-coronavirus? Mais assez étrangement, on s'interroge très peu sur la résilience de nos sociétés, alors qu'il me semble que nos sociétés, c'est un peu le substrat de tout cela. C'est bien parce que nous avons des sociétés, que nous avons des économies, que nous avons des institutions et que nous avons la gestion des écosystèmes que nous avons aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Alors, par rapport à cette question-là, je crois que le premier constat que l'on doit mettre en avant, et nous en échangeons il n'y a pas longtemps avec Jean-Luc,
sur le fait que la conscience de cela montait de plus en plus. À l'évidence, le coronavirus, la catastrophe du coronavirus n'a pas impacté nos sociétés de manière équitable. L'équation est assez simple, hein. En gros, plus vous étiez socialement fragile, plus vous avez été fortement impacté par la catastrophe du coronavirus. On le sait, les personnes isolées et âgées ont été particulièrement impactées, les familles monoparentales, les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, les enfants en difficulté scolaire, hein, qui ont de fait moins bénéficié des démarches d'enseignement à distance, les emplois précaires et peu rémunérés, qui sont souvent ceux qui sont mis le plus en danger pour faire nos livraisons, hein, pendant cette crise du coronavirus, les personnes qui vivaient dans des logements exigus, les personnes éloignées du numérique, les sans domicile fixe, bref, les personnes traditionnellement prises en charge par nos politiques sociales et d'action sociale, les publics pris en charge traditionnellement par les associations caritatives et structures de l'ESS, les personnes prises en charge par les différents, ce qu'on appelle les amortisseurs, hein, sociaux, pour renvoyer à la sémantique de la résilience. Pour nombre de nos concitoyens, en fait, la crise du coronavirus a été synonyme d'isolement social, de discrimination, de violence. En fait, si on prend un peu de recul, il en a été ainsi de toutes les crises que nous avons connues ces dernières années. J'ai eu l'opportunité de travailler sur l'impact de la crise de 2008 et d'observer à la loupe ce qu'il en avait été de cet impact dans les quartiers en difficulté. Et on avait pu mettre en évidence, malheureusement et très facilement, qu'il y avait beaucoup plus de porosité des quartiers en difficulté par rapport à la crise économique de 2007, de 2008, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup plus de conséquences en termes de perte d'emploi, en termes de durée des périodes chômées pour les habitants des quartiers en politique de la ville que par rapport aux habitants des autres quartiers. J'ai en tête notamment une monographie sur Bayonne où on montrait comment les Hauts-de-Bayonne avaient été beaucoup plus touchés que les autres quartiers de la ville de Bayonne par cette crise. Vous me direz, c'est assez normal, au fond, à défaut d'être acceptable, que dans un système donné, qu'il soit physique, qu'il soit écologique, qu'il soit psychologique, que ce soit les éléments les plus fragiles et ceux qui encaissent le plus difficilement les chocs, ceux qui ont moins de marge d'autonomie, hein, les personnes les plus fragiles qui encaissent le plus difficilement les chocs et inversement ceux qui ont le plus de marge d'autonomie qui les encaissent le mieux. Du même coup, on voit que la question de la résilience de nos sociétés, c'est la question, finalement, c'est la double question de la prise en compte de la fragilité et la question de l'empowerment, hein, de la capacité à réagir de manière adaptée, de la capacité individuelle et collective à rebondir. Alors oui, on peut se dire c'est normal, à ceci près que nous sommes dans un pays où il existe un système social dont les principes régulateurs sont censés être d'une part l'égalité dans l'accès aux droits et l'existence d'un modèle social très protecteur, hein,
avec les 3 piliers de l'assurance retraite, de l'assurance chômage, de l'assurance santé, mais aussi les politiques éducatives, les politiques familiales, les politiques d'autonomie qui sont censées donner toute la solidité souhaitable à ce système. Mais dans les faits, et je viens, je crois, de l'avoir mis en évidence il n'y a pas 5 minutes, dans les faits, ce modèle n'a pas suffi à nous protéger, ou en tout cas à nous protéger de manière équitable. Donc on peut se demander quand même légitimement si c'est une insuffisance de moyens, et beaucoup insistent là-dessus, notamment sur le volet santé, ou s'il s'agit en fait d'une obsolescence du modèle. En tout cas, moi, je veux attirer votre attention sur le fait que la crise du coronavirus peut laisser des séquelles sociales extrêmement graves, et ces séquelles peuvent être d'autant plus graves que le choc du coronavirus a eu lieu sur un fond social extrêmement fragile. Ce fond social, c'est le fond où il y a eu en septembre et octobre dernier. Ce fonds social, c'est ce fonds où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ce fonds social, c'est également tous les moments de grève qu'il y a eu en lien aux propositions de loi de modification du système de retraite. On peut ajouter à cela que la crise du coronavirus, bien finalement, a préparé le terrain de risques psychosociaux énormes qui sont devant nous, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Le cabinet est d'ailleurs en train de préparer 2 offres par rapport à la phase de déconfinement et notamment pour l'une d'entre elles, pour la gestion des risques sociaux et psychosociaux. Si on prend un peu de recul, il me semble que l'on peut dire que tous les volets du modèle social aujourd'hui sont fragilisés et questionnés. Tout aussi bien le volet santé que le volet retraite, que le volet emploi, que le volet des politiques familiales et celui des politiques d'autonomie. Autrement dit, on a d'énormes chantiers qui étaient devant nous avant la crise du coronavirus, mais qui sont encore plus devant nous au moment du déconfinement. En tout cas, moi, elle me semble révélateur, cette crise, du caractère insuffisant ou inadapté de notre modèle social, ne serait-ce parce qu'il ne nous a pas permis de faire en sorte que tout un chacun, c'est l'idée d'un système résilient, participe à amortir le choc social, et ceci de manière égalitaire. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce modèle ? On en parlait avec Stéphanie encore ce matin. Ce qui caractérise ce modèle, c'est que c'est un modèle qui repose principalement sur une logique de gestion, ou plutôt de maîtrise des risques. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que quand un risque nouveau apparaît, eh bien, on n'y avait pas pensé, tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire également qu'on raisonne par type, par catégorie de risques. Donc, on raisonne par strate. Soit on s'occupe du sanitaire, soit on s'occupe du social, soit on s'occupe de l'économique. Or, gérer la crise du coronavirus, ça serait bien devoir gérer une crise qui est simultanément économique, sanitaire, sociale, familiale, éducative, etc., etc. Donc, ça mériterait de se demander ensemble, ce serait quoi le contraire d'un modèle social de gestion des risques? Est-ce que ce serait un modèle d'initiative? Est-ce que ce serait
un modèle d'opportunité, un modèle où on aurait le droit à l'erreur et peut-être un modèle d'innovation. Est-ce que jusque-là, il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat, Stéphanie? Alors oui, je vois deux questions. Une première question sur équité, égalité. Faut-il passer justement d'un modèle fondé sur l'égalité à un modèle fondé sur l'équité? Et une deuxième question sur justement le modèle social basé sur la maîtrise des risques. Comment quel serait le modèle qui serait souhaitable au-delà de ce modèle basé sur la maîtrise des risques? Sur la première question, moi je serais extrêmement prudent, si je puis me permettre, dans la manière même de poser la question. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur un modèle d'égalité? Et du même coup, est-ce qu'il s'agirait de passer à un modèle d'équité? Si je regarde toute la tradition de l'action sociale à partir de 86, hein, on n'est pas que sur un modèle d'égalité, on est sur un modèle aussi d'équité. J'aurais même tendance à dire, si je prends les principes cardinaux de la République, on parle d'égalité, mais on parle aussi de fraternité. Hein. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit strictement dans un modèle d'égalité. Je pense qu'on est dans un modèle mixte, qui est un modèle d'égalité et d'équité. Et je crois que la question se pose plus en termes de passage d'un modèle de protection sociale à un modèle de prévention sociale. Sur l'autre question, qui est la question relative à la gestion des risques, j'aurais plutôt tendance à me retourner vers Stéphanie, puisque je ne vous cache pas que c'est elle qui m'a incité à interroger cette dimension de notre modèle. Je ne sais pas, Stéphanie, euh, comment tu caractériserais ce modèle et en quoi il faudrait le dépasser pour toi? Je caractériserais ce modèle d'abord en réinterrogeant l'histoire du modèle. Si on remonte à plus d'un siècle et demi, hein, je pense à 1800, ça doit être 1883-85. Notre modèle s'est inspiré tout d'abord de ce qui se faisait sous Bismarck, puisqu'on dit aujourd'hui que notre modèle est mi-bismarckien, mi-beveridgien, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, François, sur égalité, équité. Bismarckien, le modèle allemand était un modèle d'assurance sociale. Qui dit assurance dit recherche de la maîtrise de risques et de risques identifiés. Risque de perte d'emploi, donc risque chômage, risque maladie, accident professionnel, accident du travail. Hein, ce sont les premiers risques qui ont essayé d'être couverts justement par ce type de modèle. Et en France, bien avant le rapport Larocque d'après-guerre, on a eu les assurances sociales en 1930 qui étaient déjà basées sur ce modèle assurantiel de recherche de la maîtrise des risques. Donc l'idée, c'est je cotise comme pour une assurance véhicule et je suis indemnisée, alors pas à hauteur, et c'est là que le système n'est pas aussi assurantiel que ça. Il y a le côté, le volet fraternité, et c'est un petit peu matiné de Beveridgien. Notre système permet d'être assuré quand on d'être aussi assuré quand on cotise pas, puisque progressivement, on arrive à protéger le plus grand nombre et même les personnes qui ne cotisent pas puisqu'elles sont en dehors de l'emploi. Pour revenir à ce que tu disais, François, en fait, on le voit avec la naissance de la sécurité sociale moderne. On a des risques identifiés. Alors famille, sachant que c'est pas un risque, hein, c'est une branche, mais on indemnise également le coût généré par la construction d'une famille. Donc quelque part, c'est considéré comme un risque malgré tout, même si c'est un peu étrange de le voir comme ça. Il y a le risque maladie, il y a le risque vieillesse. On est en train de penser à la création d'une branche
qui est une branche pour accompagner la dépendance, le risque de dépendance, qui s'appelle la branche autonomie, puisqu'il y a déjà une caisse qui s'occupe de l'autonomie. Donc on voit qu'on est dans cette logique-là, et qui dit maîtrise des risques, celles et ceux qui travaillent dans l'institution sécurité sociale et qui ont développé le système de management intégré en branche maladie ou la démarche qualité intégrée dans la branche famille savent très bien que pour maîtriser un risque, il faut calculer la criticité. Et pour calculer la criticité d'un risque, il faut savoir détecter le risque. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on n'est pas capable de détecter un risque, à savoir la pandémie actuelle, on est incapable de le gérer. Et c'est vrai qu'avec un système social qui est bâti de cette façon-là, on voit que il nous manque des éléments justement pour être plus agile et pour envisager peut-être de déployer des solutions plus rapidement dans des cas comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je trouve que ça met bien en évidence ce que tu nous dis, Stéphanie, que finalement, soit on travaille sur les risques, hein, soit on travaille sur nos organisations sociales, hein, leur agilité, leur capacité de s'adapter par rapport à une diversité de situations. Donc ça fait peut-être la transition sur le deuxième point et la diapo suivante nous amène à nous demander mais pourquoi notre société n'est pas résiliente? Et alors moi je crois qu'on peut mettre en avant trois raisons principales pour lesquelles notre société n'est pas résiliente. D'abord, pour qu'une société, je dirais comme n'importe quelle structure, élément, qu'il soit physique, économique, ou psychologique ou biologique, pour qu'une société soit résiliente, il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des communs. Hein. La résilience, elle va venir du fait que les différents acteurs de cette société puissent se retrouver en certains lieux, que des choses puissent circuler entre ces différents éléments du système, qu'un certain nombre de choses puissent être partagées. Hein. Sans quoi une société ne peut pas être résiliente. Donc, ça nous ouvre toute une réflexion sur la suffisance ou non des communs dont on dispose, et manifestement, dans le champ sanitaire, nous n'avions plus assez de communs hein, pour le coup, pour faire face à la crise du coronavirus. Deuxième type de raison, on pourrait appeler ça des raisons de type organisationnel. Nous sommes, nous le savons, dans une société très pyramidale, où il y a beaucoup de verticalité, et au final, nous avons des fonctionnements sociaux assez peu réticulaires et qui manquent de capillarité, et notamment du point de vue de leur système de décision. Très concrètement, est-ce que, avant de définir les modes de déconfinement, il y a eu attention à aller recueillir l'information dans la manière dont on met en place le déconfinement? On se donne toutes les chances d'avoir le plus de capillarité possible dans la mise en œuvre de ces décisions. Nous avons pas tendance, avec Jean-Luc, on y reviendra tout à l'heure avec son témoignage, à penser que non, et d'ailleurs c'est en ce sens qu'on imagine un travail associant les maires et par exemple les conseils citoyens à la mise en place des modalités du déconfinement sur les territoires. Bref, on a des systèmes de décision qui restent en France extrêmement verticaux, cloisonnés, extrêmement peu interdisciplinaires. Et puis, je crois qu'il y a une troisième raison qui est moins souvent évoquée, et c'est, je dirais, mon parcours en prospective qui m'amène à en parler,
c'est le décalage entre la société réelle, la société vécue et les systèmes institués. Et ces décalages, en fait, ils sont très profonds, quels que soient les sujets que j'ai eu à travailler vraiment en détail ces dernières années, notamment en lien à l'écriture de différents ouvrages. Moi, je suis à chaque fois frappé des décalages existants entre nos systèmes institués et la société réelle, ses évolutions, les évolutions qui ont eu lieu, les évolutions en cours, les évolutions à venir. Je vais prendre rapidement trois exemples. Le premier, c'est dans le champ du vieillissement. Dans le champ du vieillissement, on a des politiques en France qui reposent sur deux piliers principaux, les établissements d'accueil des personnes âgées dépendantes, hein, et d'autre part les aidants. Donc, on met ça en place dans une société où l'autonomie est une valeur centrale, donc l'autonomie, non pas la dépendance. Hein, et au travers de tout un ensemble d'enquêtes que l'on peut faire auprès de personnes âgées, y compris en EHPAD, la question de l'autonomie est pour ces personnes une question centrale. C'est pas parce que vous ne pouvez plus vous déplacer que vous n'avez plus d'autonomie de jugement. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne âgée que vous n'éprouvez plus un certain nombre de sentiments, d'émotions qui renvoient à votre autonomie. Par exemple, le sentiment de pudeur avec ces scandales de maltraitance qu'il y a des personnes âgées dans ces établissements par rapport, par exemple, aux questions liées à l'intimité. Je pense au moment de la toilette. Tout ça, ça nous renvoie à des problématiques d'autonomie. Et, dans le, et d'autre part, autre pilier, les aidants, alors que nous sommes dans une société où il y a une dilution de plus en plus forte de la famille élargie et de moins en moins d'aidants en proximité pour aider les personnes âgées. Deuxième exemple que je donne, et j'espère que les centres sociaux ne m'en voudront pas, mais il est vrai que j'insiste tellement sur cette question depuis des années auprès des centres sociaux, et je suis ravi d'ailleurs de voir que la crise du coronavirus contribue à faire un peu bouger les lignes. Mais comment se fait-il que dans une société où l'usage du numérique s'est fortement développé, où c'est une condition de l'émancipation individuelle et de l'autonomie individuelle, nous n'ayons pas dans tous les centres sociaux des solutions de suivi collaboratif du projet du centre social. Et comment ça se fait qu'on ne l'est pas dans une société où, dans les faits, vous avez des gens en difficulté, bien souvent qui n'ont pas accès au numérique, qui vivent en proximité au quotidien de la structure, et d'autre part, des personnes qui résident sur le territoire, qui font des va-et-vient pendulaires pour aller travailler et qui sont potentiellement éloignés au cours de la journée du centre social. Très concrètement, pourquoi je ne peux pas, en étant éloigné du centre social, contribuer à alimenter le projet du centre social à distance et en être partie prenante. Troisième exemple, je ne vais pas m'y attarder, ce sont les systèmes d'information existants dans l'action publique. Enfin, avouez que c'est incroyable le temps qu'il a fallu pour récupérer l'information relative au nombre de personnes décédées dans les EHPAD. Nous sommes à l'époque où on parle de l'open data, la révolution d'Internet a plus de 20 ans. Aujourd'hui, enfin, les systèmes d'information géographique sont censés être développés depuis pratiquement 30 ans, et nous n'avons toujours pas
dans l'action publique, accès rapide, de manière ouverte pour les habitants, les citoyens, à l'information. Voilà, ce sont que des exemples. Je parle d'un décalage qui fait que nos systèmes ne sont pas résilients. Le décalage le plus profond, il est, me semble-t-il, entre le fonctionnement de nos institutions qui sont avant tout dans une logique d'offre de services, qui sont assez peu inclusives, dans un contexte où il s'agit, où on part du principe, des services qui ont été conçus pour des populations non instruites, dans une situation où on a affaire à des populations instruites, où on est plutôt dans des logiques du faire avec, où il y a des enjeux forts autour de la prise en compte des diversités. Voilà, donc nos systèmes ne sont pas résilients, à mon avis, principalement pour ce décalage, et il y a un vrai enjeu dans la phase de déconfinement, à ce que celui-ci soit synonyme du même coup, on l'évoquait tout à l'heure, de résilience psychosociale, mais aussi de re-empowerment et puis au fond d'une intelligence territoriale renouvelée. Il y a des questions, Stéphanie, ou je termine? C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. On nous demande donc si empowerment et participation territoriale et intelligence territoriale retrouvée, c'est pas, on n'a pas eu les prémices déjà avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, la question, c'est est-ce qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on a les prémices de démarche participative, d'empowerment et d'intelligence territoriale renouvelée? C'est ça. Alors, pour le coup, moi, j'ai toujours pensé que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un point de départ, mais plutôt un point d'arrivée d'un processus extrêmement long qui a commencé, à mon avis, au moment de la mise en place du RMI, donc à nouveau au siècle dernier, où, suite à la mise en place du RMI, et notamment dans les territoires ruraux, on voit se développer des formes de démocratie participative et contributive, hein, euh, et qui touche les classes moyennes supérieures, ce qu'on appelle quelquefois un peu trop vite les bobos, au début des années 2000, hein, amplifié par les questions écologiques et conformément à tout ce que l'on sait quant au mode de diffusion. Euh, les sociologues appelaient ça les modes, un temps. Non, mais les modes de diffusion de nouvelles pratiques, eh bien, touchent à un moment massivement les classes moyennes, hein. Donc, c'est une dynamique effectivement en lien, vous vous en souvenez, hein, à des mesures qui auraient fait augmenter le prix de l'essence, hein. C'est un moment de prise de parole, d'expression de formes de démocratie participative et, on l'a vu sur certains ronds-points, de formes de démocratie contributive. Mais moi, je crois que c'est plus un point d'aboutissement qu'un un point de départ, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas s'amplifier. Très bien, je ne vois pas d'autres questions. Alors très vite, peut-être pour terminer, un troisième point, enfin un avant-dernier point, quelle perspective pour une société résiliente? Moi, mon hypothèse, elle est assez simple. Elle est que, en fait, nous aurons des sociétés résilientes si les questions sociales régaliennes sont d'une part traitées à une échelle mondiale. Euh, je crois que c'est aussi ça que la crise du coronavirus met en avant. C'est que ce qui doit être internationalisé, c'est pas l'économie, c'est la question sociale, hein, c'est la question sociétale. Euh,
les questions de santé doivent être traitées à une échelle mondiale, les questions de protection sociale doivent être traitées à ces échelles-là, et en parallèle, ça peut sembler utopique, hein, mais enfin tout commence par de l'utopie. La TVA fonctionne presque au niveau mondial. Au départ, c'est un polytechnicien français, vous savez, qui a inventé cela. Euh, et d'autre part, qu'il faut mettre en place des systèmes de protection sociale, ou plutôt de prévention sociale, à une échelle locale. C'est-à-dire il s'agit de produire de la sécurité sociale au quotidien dans les territoires. Alors mon expérience concernant ces systèmes de protection, ou plutôt de prévention sociale dans les territoires, tels qu'on peut les voir au travers d'initiatives associatives, au travers de l'expérience de Charleval et plus largement des expériences impacts sociaux et territoriaux du grand vieillissement mises en place par France de bénévolat en lien avec AG2R, la mondiale. Mon expérience, moi, m'amène à mettre enfin, attirer votre attention sur le fait que ces systèmes de protection et de prévention sociale ont 4 caractéristiques. La première, ce sont des systèmes. C'est-à-dire ça fait système. La question sociale n'est pas déconnectée des autres questions. On va traiter simultanément des questions sanitaires et sociales. Ça fait système. Je vous renvoie là-dessus à ce qui a pu être fait dans certains territoires par les caisses d'allocation familiale en lien à la mise en place de la convention territoriale globale, où dans certains territoires, la convention territoriale globale portée par la caisse d'allocation familiale, certes, porte sur la politique d'action sociale du territoire, mais cette politique d'action sociale est construite et conçue en lien aux enjeux de développement économique du territoire, en lien aux enjeux environnementaux, et notre politique d'action sociale fait système avec l'ensemble des autres sous-systèmes qui sont en œuvre sur un territoire. Deuxième caractéristique, ce sont des systèmes intelligents, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'information circulante. Ces systèmes sont hyper contextualisés. On y reviendra quand on parlera de la transition écologique dans les territoires. Hein. Ce n'est pas des systèmes très préventifs que des systèmes où on plaque un modèle conçu au niveau national. C'est au contraire un système préventif, il va prendre en compte la spécificité d'une réalité territoriale, ce qui est la preuve de son intelligence. Ce sont des systèmes autonomisants, émancipateurs, tant d'un point de vue individuel que collectif. Je vous ai expliqué comment, sur Charleval, hein, le pari qui avait été fait par Espace Libre, c'était de dire oui, on va associer les habitants, les personnes âgées, les jeunes à un travail de prospective opératoire. Donc un travail qui peut sembler relativement complexe. On a eu l'occasion il y a quelques années sur les Hauts-de-Bayonne, hein, où aujourd'hui il y a un magnifique projet de pôle d'agriculture urbaine qui est mise en place. On avait fait des ateliers prospectifs du développement social, hein, qui avaient permis la préfiguration du contrat de ville, qui avait impulsé, alors que ça n'existait pratiquement pas en France, les premiers jardins partagés, d'où viennent le projet actuellement, et ceci au travers d'une démarche qui a fortement impliqué les habitants. Et puis, ce sont des systèmes apprenants, hein, ce sont des systèmes qui, chemin faisant, inventent, mettent en place de nouvelles pratiques, s'essaient à certaines choses. Maintenant, il y a un certain nombre de facteurs qui s'opposent au développement de ces systèmes résilients. Et je crois que le principal facteur qui s'oppose, c'est quelquefois qu'on perd tout simplement
de vue l'enjeu de ces systèmes, ou au fond l'enjeu de faire société. L'enjeu de faire société, il est sans doute principalement de produire du bien-être individuel et collectif, de produire ce que je crois l'OMS appelle la santé. Quand on perd de vue cet enjeu-là, eh bien, évidemment, on n'arrive pas à avoir des systèmes résilients. Bon, on pourrait aussi souligner le fait que leur émergence n'est possible qu'au travers d'une mobilisation sans précédent de la diversité des acteurs et qu'on soit bien dans une logique qu'on appelait jadis de développement social local. Je préfère nous parler maintenant de développement social territorial, c'est-à-dire ça concerne les individus, ça concerne les collectifs, ça concerne les institutions. Et ce n'est que si on a la mobilisation simultanée de ces différents types d'acteurs qu'on arrive à mettre en place ces systèmes résilients. Alors, juste pour terminer, et puis avant de passer la parole à Jean-Luc, juste quelques axes de travail, nous qui nous semblent intéressants d'investir aujourd'hui pour que nos systèmes sociaux soit plus, non pas résistent au déconfinement, hein, mais permettent peut-être d'aller vers des lendemains meilleurs. Un premier axe, c'est la question de la prévention des discriminations et des inégalités. Hein. Voir comment dans nos projets territoriaux, cette question peut être retravaillée, hein, vous l'avez compris, si on veut éviter l'inéquité, hein, dans la gestion du déconfinement et des suites de la crise du coronavirus, hein, il faut inscrire cette question-là comme centrale. Il y a évidemment la question de l'inclusion numérique, hein, qui est un véritable chantier. Alors, sous réserve qu'on pose bien la question du numérique comme un outil d'émancipation individuelle et sociale, une question, eh bien, un axe de travail, ce sont ces écosystèmes locaux de solidarité. Je crois que j'ai assez développé pour ne pas y revenir. Mais il y a aussi deux autres axes qui nous semblent centraux. Le premier, c'est autour d'entreprises qui seraient elles-mêmes protectrices ou préventives, hein, des entreprises protectrices ou préventives, c'est-à-dire qui seraient dans une véritable démarche de responsabilité territoriale d'entreprise. Des entreprises qui seraient attentives par rapport à toute innovation qu'elles mettent en place, voire même toute stratégie de développement, d'anticiper sur les impacts sociaux, environnementaux, économiques à l'échelle de leur territoire d'implantation, de leurs actions et je dirais, avant de passer à l'acte, de renforcer la valeur d'impact positif de leurs initiatives dans ces différents domaines. Et puis, le dernier point, c'est évidemment autour de l'empowerment, hein, des habitants. Il nous reste vraiment des chantiers énormes devant nous. Et là, il faut passer, nous semble-t-il, à une vitesse supérieure, hein, aller vraiment sur des logiques de démarche contributive et apprenante, sachant qu'il y a de nombreuses techniques qui ont été mises au point ces dernières années pour permettre cela. On y reviendra, hein, lors de l'élaboration des propositions au cours des webinaires. On y reviendra également quand on travaillera sur les techniques d'animation que l'on peut utiliser pour faire émerger l'innovation sociale dans les territoires. Et puis, je vous propose qu'on y revienne tout de suite au travers de l'enjeu et de la question de l'information, mais là plus
en me tournant vers Jean-Luc, sauf s'il y a encore des questions, Stéphanie. Non, pas de questions. Je n'en. Ben écoute, Jean-Luc, la balle est à toi alors, parce que Oui, tu m'as parlé il y a quelques semaines déjà finalement de propositions que tu portais au niveau du Césaire et du Césaire de Normandie et qui, à mon avis, font directement écho avec la problématique qu'on aborde aujourd'hui. oui, François, merci. Oui, ça c'est non pas sa part, mais il y a quelques semaines maintenant, c'était au début, mais c'était une coïncidence au début de la crise sanitaire. Le César de Normandie a diffusé sur les réseaux sociaux un post très court et que je vais lire, là, délivrer une information claire et accessible au plus grand nombre, être réactif, utiliser les outils numériques modernes, combattre les fausses informations et les rumeurs, point de suspension, qu'il s'agisse de l'accident de Lubrizol ou de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19, l'information des populations en temps de crise est un exercice de haute voltige. Autorités politiques, entreprises, associations, citoyens, nous sommes tous concernés. Que peut-on faire à l'échelle régionale pour améliorer les choses? Et le titre du poste était État d'urgence sur l'information. Et là, la question de la gestion ou de la maîtrise des risques est une des questions essentielles, alors fortement interrogée et basée sur l'idée de créer un modèle social d'initiative. C'est l'option que nous avons prise, et c'est pour cela d'ailleurs que le groupe de travail qui a été mis en place en janvier dernier ne travaille pas sur la gestion des risques, mais sur la question de l'information. Un mot quand même sur les risques. Jusqu'ici, jusque l'incendie de Lubrizol, cette entreprise de fabrication de lubrifiants pour moteurs, jusqu'ici, nous disions, nous, au sein même du Césaire de Normandie, que les Normands avaient la culture du risque. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises le long de la vallée de la Seine, d'entreprises Céveso, classées Céveso, et donc, partant de là, et notamment à Rouen, là où est implantée cette entreprise, nous disions que les Normands avaient la culture du risque. Et visiblement, non. Or, il y a deux risques majeurs dans la vallée de la Seine qui sont totalement prévisibles. Un premier qui est risque industriel, et le deuxième, c'est une inondation qu'on pourrait qualifier de millénaire, une montée du niveau de la Seine liée à des phénomènes climatiques là qui sont mondiaux. Et c'est donc sur ces deux choses-là, ces deux phénomènes-là, eh bien, il y a en théorie des plans, notamment d'évacuation de la population, mais en réel, il ne vaudrait mieux pas que ça se produise maintenant. Je pense à l'inondation. Et donc, à partir donc d'une situation totalement exceptionnelle tout de même, l'accident majeur de cette entreprise Céveso en septembre dernier, moi je constate, et je ferai un parallèle avec évidemment la crise sanitaire, je constate que les premières déclarations du préfet de région et de quelques ministres qui se sont déplacés dans les heures même de l'incendie, ces déclarations sont absolument catastrophiques parce que, par nature, ce qui est dit est faux. Parce que plutôt que de dire nous ne connaissons pas les ingrédients rejetés dans l'air, ce qui était une réalité, par conséquent nous ne pouvons pas non plus définir les effets cocktails, hein, les mélanges des différents produits transformés en gaz, donc les effets cocktails du nuage, et non plus d'ailleurs l'étendue réelle du nuage qui quand même ira jusque dans le département de la Somme, et des résidus seront aussi constatés dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord. Eh bien non, le préfet déclare qu'il n'y a rien à craindre.
Il n'y a rien à craindre et ce n'est évidemment pas crédible pour toute personne qui constate ce nuage et, 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 dès lors, la crédibilité de la parole publique est remise en cause dès le début. Hein, l'incendie se déclare oui, vers 3 heures du matin. Les premières déclarations qui sont diffusées par la presse vers 7h30 ou 8h du matin, 7h30 si je ne me trompe pas, sont déjà déqualifiées. Dès lors, eh bien, les fausses informations du type les oiseaux morts sur les quais ou de l'eau noire sortie de robinets domestiques, notamment à Mont-Saint-Aignan, une commune banlieue de Rouen. Alors quand je dis banlieue, n'y voyez pas de H&M, il n'y en a pas beaucoup à Mont-Saint-Aignan, c'est surtout une ville assez bourgeoise. Eh bien, ça a un succès fou et ça autour des réseaux sociaux. Et néanmoins, malgré la confusion créée par ces informations qui n'en sont pas, eh bien, la population ne panique pas. Moralité, j'en ai déduit, et on s'est mis d'accord au sein du Césaire sur le fait qu'il ne fallait surtout pas confondre information et communication, qu'il faut utiliser notamment, et tu en as fait allusion, et François tout à l'heure, les outils numériques, tout autant pour alerter que pour informer au fur et à mesure de l'évolution de l'événement. L'outil numérique étant particulièrement adéquate dans une agglomération de 600 000 habitants, ce n'est pas le porte-à-porte qui va fonctionner. Ce n'est pas non plus de se brancher sur Radio France Normandie qui va résoudre le problème, même si c'est la procédure. Peu de gens le savaient. Peu de gens le savaient. Donc, c'est que l'information doit entrer dans les foyers, c'est le principe. Et on y est très très loin. Arrive le Covid-19. Et comme dirait Darmanin, qui cite tout le temps sa grand-mère, rebelote. Une diffusion d'informations confuses, contradictoires, qui se veut rassurante, mais dramatique. Le fameux « nous sommes en guerre », avec une seule consigne, le 16 mars, qui est claire, de toute la campagne de communication qui a eu lieu, il n'y en a qu'une qui est claire, c'est le confinement. Et le politique donc retombe dans tous ces travers, communiquer pour masquer les difficultés matérielles, les interrogations légitimes, les hésitations tout à fait normales, y compris d'un président de la République, y compris d'un Premier ministre. On peut avoir fait les plus grandes écoles et hésiter, c'est tout à fait possible. Et également les insuffisances, et je ne reviens pas sur les masques, et cet après-midi, aux questions au gouvernement, encore, les députés réinterrogent sur ce qu'ils avaient déjà interrogé il y a juste une semaine dans le même hémicycle, dans la même procédure de questions au gouvernement, la question de l'insuffisance des masques et aussi de la destruction du stock depuis l'ère Bachelot, donc depuis 10 ans. Et donc, que constate-t-on? Eh bien, les réseaux sociaux pointent les insuffisances, les interrogations, les hésitations, les ordres et les contre-ordres, et sous une forme péremptoire d'incompétence du gouvernement. Alors qu'informer, telle qu'est la situation, expliquant les raisons des interrogations, des hésitations, etc., n'écarte pas le débat, même s'il y a des accords, mais au moins porte le débat sur des bases saines. Plutôt que de dire les masques ne sont pas forcément utiles, disons tout de suite que le stock est insuffisant. Car à un moment, on le saura que le stock est insuffisant. Donc plutôt que de
d'être qualifié d'incompétent, à moins de le vouloir, ça c'est autre chose, eh bien, c'est d'assumer les situations et ensuite, eh bien, de dire qu'est-ce qu'on fait. Et la communication politique place donc le citoyen en spectateur, voire en consommateur. Hein, l'État me doit. L'État a détruit le stock de masques, eh bien, il me doit ces masques. Voilà. Alors que l'information place le citoyen en acteur social vis-à-vis de lui-même, de ses proches, de son voisinage, mais aussi en acteur social vis-à-vis de son territoire de vie, que ce soit son territoire de résidence ou son territoire de travail ou son territoire de consommation, qui ne sont pas forcément les mêmes, même s'ils peuvent être aussi identiques selon les personnes. Et si le confinement pouvait s'imposer autoritairement, le déconfinement, quelles que soient les modalités, quel que soit le rythme, ne peut être conduit qu'avec l'adhésion de la population. Et je reprends l'exemple des masques. Qu'est-ce qu'on fait? Il pouvait très bien y avoir une initiative des pouvoirs publics, et pas seulement au niveau de l'État, mais localement, bien en amont de mobilisation de la population à fabriquer des masques. Et finalement, ça tardera, des initiatives vont se prendre, très bien, par les pouvoirs publics ou par tout simplement des groupes, des associations, des personnes, des individus, mais cette situation-là aurait pu très bien être déclenchée beaucoup plus en amont, en disant libre initiative, allons-y. Et or, adhérer à un tel processus, ce n'est pas seulement savoir, c'est aussi concevoir son propre rôle dans le processus. Et donc, à ce jour, on ne peut pas dire que nous y sommes. Et nous n'y sommes pas parce que le gouvernement n'imagine même pas qu'il en soit ainsi. Mais les élus locaux, ou beaucoup d'élus locaux, j'ose dire la plupart, je resterai à beaucoup, non plus. Or, les élus locaux doivent associer les acteurs citoyens, habitants, à la mise en œuvre du déconfinement. Ça concerne tout autant les chefs d'entreprise, pour redémarrer leur activité, que les enseignants, pour réouvrir les écoles, que les parents d'élèves, pour la même chose, que les agents des collectivités territoriales, pour tout un tas de sujets, mais aussi que les riverains, notamment des trajets vers l'école ou vers les entreprises, que les habitants aussi sur les réouvertures des marchés, les voies de circulation piétonnière, etc. etc. Autant d'exemples qui illustrent la nécessité d'agir avec les acteurs pour qu'ils sachent et conçoivent leur rôle et qu'on ne sente pas, comme ce qui actuellement ressort dans les discussions, la crainte de gens qui n'auraient pas d'acte citoyen finalement. Hein, et que ce soit le grand soulagement et non pas le déconfinement. Et que si c'est un grand soulagement, c'est le déferlement de personnes qui font la fête, qui se retrouvent sur la place publique du village et qui font très exactement le contraire de ce qui aujourd'hui est dit. Les maires doivent s'installer dans une position non plus de gestionnaire de services, ce qu'ils font bien d'ailleurs. Il ne faut pas remettre en cause en tant que telle cette fonction qui est assez bien assumée avec les moyens qui sont les leurs, mais également d'ajouter une autre fonction d'animateur du territoire. Et je ne reviens pas dessus, mais l'histoire des masques et des solutions hydroalcooliques est tout à fait éloquent. Sur les solutions hydroalcooliques, une collègue du Césaire qui est pharmacienne me disait il y a quelques heures que fabriquer une solution hydroalcoolique, c'est plus simple que de faire une mayonnaise. Or, il y a eu interdiction, car là, formellement, il y a eu interdiction du gouvernement d'autoriser les pharmaciens à fabriquer des solutions hydroalcooliques ou même à
permettre de former des personnes à en fabriquer et ensuite à les diffuser gratuitement, payant, ça c'est autre chose, mais c'est particulièrement éloquent que de prendre cet exemple-là. Merci. Mille merci, Jean-Luc. Moi, je trouve ton analyse et ton témoignage extrêmement inspirant. Il fait écho à pas mal de choses que l'on a pu se dire là autour de ces conférences débats, je dirais, visant à construire une culture commune hein, autour de l'innovation et plus spécifiquement de l'innovation territoriale. J'ai beaucoup apprécié ceux qui nous gouvernent n'imaginent pas. Hein. C'est-à-dire qu'on en parlait lors de la conférence débat sur l'innovation comme construction culturelle. Hein. Il y a une dimension relative à l'imaginaire, hein, pour le coup, qui est interrogée pour qu'il puisse y avoir de l'innovation en la matière. Je ne te cache pas que ton intervention m'a laissé assez rêveur parce que je commençais à penser à ces différentes formes de relations hein, qu'on catégorise en programmation neurolinguistique, hein, où on parle de relations enfant-enfant, parent-enfant ou adulte-adulte. Et finalement, on entend bien dans ce que tu décris une relation parent-enfant, hein, dans la relation des gouvernants aux citoyens, parents-enfants, parents qui savent soit permettre, soit interdire, hein, mais qui au fond informent peu et capacitent peu et ne considèrent pas leurs interlocuteurs comme des égaux. Et là, je trouve qu'il y a un vrai enjeu en termes de changement de paradigme hein, et d'approche. On a eu l'occasion aussi d'en parler de cette notion-là pendant nos conférences des débats. J'ai été aussi on voit bien que les ressorts aussi des solutions là, qui sont mises en place, c'est la crainte, hein, et la crainte de l'autre et la crainte de sa réaction, l'absence de confiance. Et je trouve que ce que tu dis met en avant un paradoxe, hein, finalement, comme l'habitant n'est pas informé, euh, il ne va pas se mettre sur un mode je m'adapte, mais dans le meilleur ou je dirais dans le pire des cas, il va se mettre dans un mode je contexte ou je corrige. Je conteste l'information qu'on me donne ou je corrige l'information que l'on me donne, c'est-à-dire qu'au lieu que l'information permette de mettre en capacité, ça fait que la société se retourne un peu contre elle-même au fond et que chacun ne joue pas son rôle. Et puis un paradoxe que tu mets en avant, c'est que finalement l'État, le gouvernement voulant démontrer sa compétence mais comme une compétence du contrôle, de la maîtrise, démontre surtout son incompétence au fond, au travers de la manière dont il réagit. Voilà, je trouve ça très stimulant et nous ouvrant beaucoup de perspectives pour la suite et sans doute de principes à prendre en compte hein, dans nos démarches d'innovation territoriale quant à la place donnée à l'habitant, aux formes de relations instaurées entre les institutions et les habitants, et la nécessité de penser des dynamiques d'innovation capacitantes pour le coup. Stéphanie, a-t-on d'autres questions? Pas de questions, non, des remerciements. Merci Jean-Luc pour cette intervention, très intéressant, merci. Pas de questions a priori. Voilà, oui, j'ai vu aussi que certaines personnes, par exemple Christine Afria, ont dû nous quitter hein, pour cause d'autres engagements. Donc, je vous propose à partir de là peut-être
Je crois qu'on a une diapo hein, qui nous annonce un peu la suite. Dans deux jours, notre deuxième webinaire hein, sur le thème des territoires qui se déconfinent pour un monde meilleur. Eh bien là, on ne vous dira pas grand-chose puisque ce sera un temps de co-construction. Hein, de propositions, sachant qu'on sait d'entrée de jeu qu'on n'ira pas jusqu'au bout jeudi et on assume complètement. Vous l'avez compris, chez FR Consultant, on défend l'idée que c'est pas en faisant un hackathon de 2 heures qu'on change le monde, hein, mais qu'au contraire, il faut prendre le temps de passer par différentes étapes et il n'y a pas d'innovation sans une vraie démarche heuristique, de questionnement commun, de prise de recul, de créativité collective et ça nécessite un peu de temps. Donc ce sera un premier webinaire sur cette question. Et puis notre cycle de conférences débats qui se prolonge avec la semaine prochaine proximité écologique et par la suite 2 autres conférences débats, l'une sur un thème qu'on a souvent évoqué, hein, qui est de savoir comment on renforce la valeur d'impact d'une innovation. Comment, à partir d'une idée, on fait en sorte que cette innovation ait des impacts positifs tant au plan économique, social, environnemental. Hein, donc là, un vrai travail d'artisan. Et puis, on terminera par les méthodes d'animation qui permettent sur les territoires, qui permettront demain sur les territoires de faire émerger l'innovation. Et puis, bien, je vous rappelle, on vous en a parlé, on a en cours de préparation, on est en train de finaliser cette préparation au travers des marches d'e-learning, un cycle de formation s'adressant aux référents innovation. On vous remercie, je crois. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. On peut couper l'enregistrement.